Pendant environ 30 secondes après la décapitation, une tête détachée peut rester consciente, clignant des yeux et tentant de parler, tandis que la conscience s'estompe progressivement avec la vie. Cette demi-minute poignante pourrait bien avoir été le destin d'Anne Boleyn, seconde épouse d'Henri VIII et l'une des reines les plus célèbres de l'histoire, décapitée. Bien que les archives contemporaines puissent passer sous silence ces détails, l'examen de ces derniers instants révèle une agonie psychologique plus terrifiante qu'une simple exécution. L'exécution d'Anne constitue un sombre témoignage de la brutalité du système judiciaire de l'Angleterre des Tudors, où la mort n'était pas la fin, mais plutôt l'aboutissement d'une humiliation minutieusement mise en scène. La décapitation d'Anne Boleyn ne fut pas seulement une fin. Elle marqua l'apogée de la campagne d'Henri VIII visant à éliminer une femme devenue trop puissante à son gré. Le 19 mai 1136, Anne était retenue à la Tour de Londres depuis 17 jours. Un lieu qu'elle avait préparé pour son couronnement, 3 ans auparavant, lors d'une cérémonie solennelle à l'abbaye de Westminster. Au lieu de cela, elle risquait la mort dans un état de souffrance psychologique prolongée, car Henri VIII retarda son exécution, prolongeant ainsi ses souffrances. Le roi fit venir un épéiste expert de Calais pour l'exécuter, au lieu de la traditionnelle hache anglaise, un détail souvent présenté comme une marque de gentillesse, mais qui ne fit qu'accentuer l'attente dramatique de sa mort. Dans ses derniers instants, Anne Boleyn affichait un calme remarquable. Un trait de caractère observé par les témoins comme une attitude joyeuse alors qu'elle se préparait à la mort. Cette sérénité pourrait s'expliquer psychologiquement par une dissociation, un mécanisme de défense déclenché par un traumatisme grave. Son humour, durant cette période pénible, était sombre et ironique, suggérant un tumulte émotionnel intérieur. Elle se qualifiait elle-même d'un sans-tête, c'est-à-dire sans tête. Les historiens ont tendance à négliger l'intense terreur qu'Anne a dû ressentir, sachant qu'elle était faussement accusée d'adultère, d'inceste et de complot contre le roi. L'aspect troublant de l'exécution d'Anne Boleyn ne réside pas seulement dans la décapitation elle-même, mais dans la tentative calculée d'Henri VIII de l'effacer de l'histoire, d'annuler ses accomplissements et de saper la légitimité d'Élisabeth. L'exécution marqua l'aboutissement d'une campagne de diffamation visant à persuader le peuple anglais que leur reine autrefois adorée méritait un tel sort. Avant sa mort, Anne fut assaillie par des histoires scandaleuses et inventée de toutes pièces l'accusant d'inconduite sexuelle, allégations si absurdes qu'elles furent rejetées par les tribunaux de l'époque. La matinée du 19 mai était exceptionnellement ensoleillée à Londres, contrastant fortement avec les événements tragiques qui s'annonçaient. Anne passa sa dernière nuit en prière, mais le sommeil la fuyait constamment. Les archives de la tour suggèrent qu'elle rechercha le sacrement à 2 heures du matin, s'agenouillant devant lui pendant des heures dans une communion frénétique. À l'aube, elle était déjà éveillée depuis près de 24 heures, probablement en proie au stress et à la fatigue. Convoquée par le lieutenant de la tour, elle aurait ri avec ses compagnes. Une réaction témoignant non pas de tranquillité mais d'un déclin psychologique. L'exécution d'Anne fut maintes fois retardée et reprogrammée, une tactique souvent ignorée pour infliger une détresse psychologique. L'incertitude, quant à l'heure précise de la mort, était intentionnellement utilisée contre les prisonniers. Informée de l'heure, Anne fut conduite hors de ses appartements par des couloirs. Ceux-ci avaient été parcourus en tant que future reine 3 ans plus tôt. Au lieu d'être escortée avec respect par des gardes, ils l'accompagnaient désormais pour empêcher toute évasion, tandis que les courtisans qui s'inclinaient autrefois devant elle observaient désormais ses derniers pas avec une indifférence calculée. L'échafaudage de Tower Green était inhabituellement bas, à seulement 1 mètre du sol, contrairement aux hautes plateformes généralement représentées dans les films. Ce choix délibéré impliquait qu'Anne n'ait à gravir que quelques marches, la privant de l'honneur d'une élévation et la rapprochant de la foule huée. Les documents historiques suggèrent que les événements ont été intentionnellement rendus vibrants et festifs au lieu des rassemblements sombres et respectueux généralement décrits aujourd'hui. L'exécution était une démonstration publique destinée à dissuader ceux qui défiaient l'autorité du roi, en particulier les femmes qui remettaient en question leur statut social avec présomption. Avant d'atteindre le bloc, Anne eut droit à une dernière allocution, non par compassion, mais parce que la coutume l'exigeait. Ces mots reflétaient sa perspicacité politique et sa situation désespérée. « Homme de bien et de droit, je suis ici pour périr, car la loi me condamne à mort et je ne m'y opposerai donc pas. » Cette acceptation apparemment passive de son sort était en réalité son ultime acte de défiance. En reconnaissant la loi, sans admettre sa culpabilité, elle jeta subtilement le doute sur la légitimité des accusations portées contre elle. L'absence du roi fut peut-être l'aspect le plus troublant. Au lieu d'assister personnellement à l'exécution, comme le veut la tradition, Henri VIII resta au palais de Whitehall, attendant la confirmation de la mort d'Anne.
Si une épée mit fin à sa vie, on raconte qu'Henri se réjouit de son prochain mariage avec Jeanne Seymour, signe de son rejet total. Les affaires personnelles se muèrent en enjeux politiques et la chute d'Anne fut une étape malheureuse mais essentielle dans la quête du roi pour un héritier mâle. L'escrimeur engagé à Calais, généreusement rémunéré pour ses talents, ajouta une dimension de froideur brutale à la scène. Les décapitations anglaises nécessitaient généralement plusieurs coups de hache, mais ce Français excellait à exécuter des décapitations d'un seul coup, un spectacle inhabituel pour Anne dans ses derniers instants. Anne Boleyn, reine d'Angleterre adorée, affronta la mort aux mains d'un inconnu, subissant une ultime humiliation. Le bandeau traditionnel sur les yeux, souvent présenté comme une mesure de compassion pour lui épargner la vision macabre de l'épée du bourreau, avait un objectif plus pratique: empêcher tout mouvement brusque susceptible de perturber le processus d'exécution. Contrairement à la croyance populaire, Anne s'agenouilla au lieu de poser sa tête sur un billot, une tradition française qui rendait le travail du bourreau plus difficile. Dans cette posture, elle devait rester immobile par la seule force de sa volonté, tandis que l'épéiste préparait son coup. Des témoins rapportèrent qu'elle priait en silence, les yeux rivés sous le bandeau pour tenter de discerner la lame qui approchait. Le tourment psychologique de ne pas savoir quand la mort viendrait peut être considéré comme une forme de torture négligée dans de nombreux récits historiques aseptisés. Selon les standards Tudor, la décapitation d'Anne Boleyn fut exécutée rapidement, d'un seul coup. Pourtant, les événements qui suivirent son exécution sont rarement mentionnés dans les récits historiques bien documentés. Des témoins affirment qu'après sa décapitation, ses yeux et sa bouche continuèrent de trembler un certain temps, une réaction inhabituelle due à la rétention d'oxygène des tissus cérébraux. Certains affirmèrent que ses lèvres remuèrent, suggérant qu'une prière, interrompue par le coup d'épée, avait pu être achevée. Cette scène troublante provoqua l'évanouissement de plusieurs témoins, tandis que d'autres se détournèrent, consternés par cette représentation sinistre du lien ténu entre le corps et l'esprit. Le plus poignant peut-être est qu'aucun cercueil approprié ne fut préparé pour la dépouille d'Anne. À la hâte, les dames de la cour trouvèrent un coffre pour contenir sa tête et son corps, suggérant le mépris de la dignité d'Anne. Cette omission, apparemment mineure, souligne l'insensibilité du traitement réservé à Anne. À sa mort, elle était sans importance, une affaire politique réglée plutôt qu'une personne digne des rites funéraires traditionnels. Anne fut enterrée à la hâte dans une tombe anonyme au sein de la chapelle de la Tour, évitant ainsi des funérailles chrétiennes. Le roi semblait souhaiter que sa mémoire s'efface aussi vite que sa vie. La détermination de la reine à effacer Anne persista, même après sa mort. Les peintres de la cour reçurent l'ordre de détruire ses portraits. Ces symboles royaux furent effacés des murs du palais et les courtisans découvrirent bientôt que mentionner son nom pouvait susciter le mécontentement du roi. Si l'on se concentre souvent sur l'acte d'exécution, cette élimination massive de l'existence d'Anne demeure une forme de brutalité post-mortem, une tentative d'anéantir non seulement une personne, mais un héritage. Ce n'est que des siècles plus tard que les historiens commencèrent à reconstituer la vie d'Anne à partir des fragments laissés par la purge d'Henri. Assister à l'exécution d'Anne laissa de profondes blessures émotionnelles à ceux qui étaient chargés des tâches qui s'ensuivirent, comme ces suivantes, qui devaient nettoyer et préparer sa tête coupée pour l'enterrement. Terrifiées à l'idée d'être liées aux méfaits supposés de la reine, ces femmes furent contraintes d'accomplir cette tâche macabre en gardant leur sang-froid. Nombre d'entre elles auraient en fait des cauchemars pendant des années, l'une d'elles au moins ayant fini par trouver du réconfort dans un couvent, incapable de poursuivre la vie de cour après les horribles scènes qu'elle avait vues. L'impact psychologique du traumatisme se répandit à la cour d'Henri, instillant une peur qui persista pendant le reste de son règne. Peu après l'exécution, Élisabeth, la fille d'Anne, âgée de moins de 3 ans, fut déclarée illégitime et disqualifiée de la succession au trône. Cet enfant, qui allait plus tard devenir la célèbre reine d'Angleterre, se retrouva abandonné de fait, sa mère exécutée et son père niant publiquement sa légitimité. Les archives indiquent qu'Élisabeth fut privée de vêtements et de compagnie, tandis que sa maisonnée s'effondrait subitement. La cruauté infligée à l'enfant, combinée à l'exécution d'Anne, met en lumière une autre facette macabre de sa disparition. Sa progéniture innocente subit de plein fouet cette justice impitoyable. Les représentations contemporaines des exécutions sous les Tudors ne parviennent souvent pas à rendre le puissant impact sensoriel. L'échafaud était probablement imbibé du sang des exécutions précédentes et bourdonnait de mouches pendant la chaleur du mois de mai. Le tumulte de la foule, manipulé par des partisans venus célébrer la chute de la reine, créa un mur de son destiné à semer la confusion et la terreur. À mesure qu'Anne approchait de Tower Green, elle prit de plus en plus conscience de cette cacophonie accompagnée de railleries et d'insultes d'une population convaincue de la considérer comme une sorcière et une adultère.
Cette humiliation publique soigneusement orchestrée était un aspect crucial du droit Tudor. La mort seule n'était pas jugée suffisante, des tourments supplémentaires étaient des nécessaires. Le dernier discours d'Anne Boleyn, souvent décrit comme un acte de défi audacieux dans la culture populaire, apparaît plus complexe lorsqu'on l'examine sous l'angle historique. Bien qu'il semble louer Henri comme un roi bienveillant, son discours reflète sa situation difficile. Face à une mort imminente, elle ne peut exprimer librement ses véritables sentiments. Son discours est limité par les inquiétudes pour l'avenir de sa fille et l'attention du public. Loin d'incarner la liberté d'expression, ses paroles en représentent l'exact opposé. Consciente que même ses derniers mots atteindraient le roi et influenceraient ceux qu'elle laissait derrière elle, le discours d'Anne symbolise l'oppression ultime. L'épée venue de France qui mit fin à la vie d'Anne reflète l'aspect théâtral de son exécution. Henri organisa un spectacle grandiose pour la chute d'une reine, pour lequel le bourreau, s'entraînant au préalable sur des animaux, était méticuleusement entraîné à porter le coup décisif, garantissant ainsi sa généreuse récompense. La mort d'Anne fut froidement transformée en un défi logistique par ceux qui la supervisaient, reflétant le détachement inhérent aux exécutions ordonnées par l'État. Son exécution n'était pas une simple mise en scène, c'était un événement soigneusement chorégraphié, destiné à transformer la souffrance humaine en rhétorique politique. Les archives contemporaines révèlent qu'aucun bourreau anglais n'était prêt à accomplir cette tâche. Non pas par dilemme éthique, mais par méconnaissance de la technique du sabre français. La lame était finement affûtée et son poids différent de celui d'une hache anglaise conçue pour une coupe horizontale rapide plutôt que pour un coup puissant vers le bas. Ce détail technique souligne le caractère théâtral de l'exécution d'Anne. Sa méthode de mise à mort fut soigneusement planifiée pour un impact maximal et un désordre minimal, évitant ainsi toute complication indésirable lors de cet événement macabre. Après la chute de l'épée, Thomas Wyatt, emprisonné dans la tour et contraint d'assister à l'exécution d'une femme qu'il admirait autrefois, écrivit à propos de la gorge ornée d'innombrables joyaux. Son hommage poétique immortalisa la transformation d'Anne, d'une reine radieuse, en un cadavre objectifié. Sa tête, enveloppée de lin par ses assistants en pleurs, fut présentée à la foule par le bourreau, la soulevant par les cheveux, un geste traditionnel symbolisant l'achèvement de la sentence. Ce spectacle public, avec du sang coulant encore des artères sectionnées, laissa une empreinte visuelle durable sur les témoins. Les archives de la tour indiquent que l'enterrement d'Anne fut organisé à la hâte, réduisant considérablement les coutumes funéraires chrétiennes. Anne Boleyn, reine d'Angleterre, assassinée et criblée de flèches, fut cachée sous le sol d'une église aux côtés d'autres nobles condamnés, marquant ainsi la fin ignominieuse de son règne. Pendant des siècles, le lieu précis de sa sépulture resta inidentifiable en raison de l'absence de stèle, symbole des efforts inlassables d'Henri pour l'effacer non seulement de la réalité, mais aussi des récits historiques. Après sa disparition, les propagandistes d'Henri manipulèrent rapidement l'opinion publique. Des poètes, autrefois adulateurs, écrivirent alors des vers fustigeant Anne comme une adultère trompeuse. Les archives officielles furent réécrites pour souligner la bienveillance du roi, qui autorisa un épéiste talentueux à se défendre contre les méthodes conventionnelles, réinterprétant le choix capital d'Henri comme une manifestation de compassion réfléchie. Les archives historiques ont systématiquement édulcoré la terrible vérité de l'exécution d'Anne, donnant lieu à un long processus de réinterprétation historique qui continue d'influencer notre compréhension de ces derniers instants. Il est déconcertant, de nos jours, de constater la rapidité avec laquelle Henri VIII reprit une vie normale après l'exécution d'Anne, se mariant avec Jeanne Seymour le lendemain et épousant sa troisième femme 2 semaines plus tard seulement, après la décapitation de sa seconde épouse au palais de Whitehall. Cette rapidité indique que l'exécution d'Anne était une solution commode à des problèmes politiques. N'ayant pas donné naissance à un héritier mâle, elle fut destituée et remplacée sans que ses difficultés personnelles ni sa mort ne soient reconnues comme une tragédie. L'attention se porta plutôt sur les questions d'art politique et de développement de la dynastie, ignorant ses souffrances. L'exécution d'Anne a eu de profondes répercussions psychologiques qui ont dépassé les bornes de l'échafaud. Avant sa mort, elle a subi des interrogatoires incessants, des privations de sommeil, un isolement social de la part de ses partisans et des manipulations psychologiques. Thomas Cromwell, Premier ministre d'Henri, responsable des accusations portées contre Anne, a employé des tactiques rappelant de façon frappante la torture psychologique moderne. Dans les semaines précédant son exécution, Anne subit un isolement volontaire, des privations de sommeil, des manipulations mentales et fut exposée à de fausses informations. Lorsqu'elle atteignit l'échafaud, sa résilience mentale avait été méthodiquement minée, réduisant au silence toute protestation finale.
Les chroniques historiques relatent des mesures de sécurité extraordinaires mises en place pour l'exécution d'Anne, dépassant même celles habituellement appliquées aux traîtres de haut rang. La garnison de la tour fut renforcée et des gardes supplémentaires furent déployés dans toute la forteresse. Les précautions prises ne visaient pas à empêcher l'évasion, mais à dissuader les sympathisants d'intervenir au dernier moment ou de protester publiquement contre l'exécution. Cette démonstration de force visait à susciter la peur chez les sympathisants d'Anne, les forçant à obéir silencieusement à l'ordre du roi. De plus, la programmation de l'exécution en milieu de matinée plutôt qu'à l'aube a stimulé la participation des Londoniens. Tower Green pouvait accueillir un groupe restreint de nobles et de fonctionnaires, mais sa position élevée permettait à la nouvelle de l'événement d'atteindre l'extérieur. Les cloches des églises de Londres sonnèrent à l'heure de la mort, signalant une reconnaissance du pouvoir royal par toute la ville. Ce dispositif transforma la souffrance personnelle d'Anne en spectacle public, transformant sa disparition en drame politique plutôt qu'en tragédie privée. Un aspect souvent négligé de l'exécution d'Anne est le sort de ses coaccusés. 5 hommes, dont le frère d'Anne Boleyn, George Boleyn, furent décapités quelques jours seulement avant elle, accusés d'adultère avec la reine. Leurs exécutions renforcèrent les preuves des crimes présumés d'Anne avant les siens, occultant ainsi toute contradiction potentielle avec le récit officiel par leur déclaration finale. L'un des actes de violence étatique les plus audacieux de l'Angleterre des Tudors, les exécutions judiciaires de 6 individus, organisées principalement sur la base de fausses méfaits-preuves, présentent une ressemblance effrayante avec les procès-spectacles de Staline par la suite. Un mémorial à Tower Green indique approximativement le lieu de l'exécution d'Anne, mais les archives suggèrent que l'échafaudage était placé ailleurs dans le complexe de la tour. Cette disparité géographique symbolise la manière dont le sort d'Anne a été constamment réimaginé et déplacé, tant spatialement qu'historiquement, pour s'adapter à des récits variés. La représentation d'Anne Boleyn, exécutée de manière romantique dans la culture populaire, contraste fortement avec la réalité de ces derniers jours en mai 1536, marquée par des violences psychologiques, une réputation ternie et une brutalité délibérée. Son exécution est troublante non seulement parce qu'elle était physique, mais aussi parce qu'elle visait à effacer une femme qui avait trop progressé au sein de la société Tudor. Elle n'a pas été simplement exécutée. Sa réputation a été calomniée, ses réalisations minimisées et son existence historique quasiment effacée. L'examen de ses jours révèle une histoire plus terrifiante que le coup d'épée de Calais. D'un point de vue psychologique moderne, l'exécution d'Anne Boleyn constitue un cas d'école de manipulation morale et de diffamation publique cautionné par l'État. Les accusations portées contre elle, telles que l'adultère avec divers hommes, dont son frère, et la tentative d'empoisonnement du roi, étaient si invraisemblables qu'elles ne tiendraient pas devant un procès contemporain. Grâce à une habile manipulation de l'opinion publique, à un recours stratégique à la torture pour extorquer des aveux à d'autres suspects, et à un contrôle absolu sur tous les récits officiels, l'administration d'Henri VIII a réussi à convaincre de nombreuses personnes qu'Anne méritait son châtiment. L'aspect le plus effrayant de son exécution est peut-être cette déformation délibérée de la vérité elle-même. 5 siècles plus tard, l'exécution d'Anne Boleyn continue de fasciner par son mélange de malheur personnel et de stratégie politique. Sa fin ne fut pas simplement la fin d'une vie, mais une mise en scène soigneusement orchestrée, visant à légitimer les actions d'un roi et à réécrire la perspective historique. La véritable peur ne vient pas de la chute d'une lame, mais de la compréhension de la capacité dévastatrice du pouvoir à transformer la vérité, une leçon qui résonne de manière inquiétante dans notre époque moderne, caractérisée par la manipulation des données et la calomnie des personnages. La plus grande tristesse d'Anne Boleyn a peut-être résidé dans le fait que sa mort, plutôt que sa vie, soit devenue son héritage durable. L'examen des circonstances macabres de son exécution nous oblige à affronter des vérités dérangeantes liées au pouvoir, au genre et aux récits historiques. La version aseptisée de sa disparition, celle d'une reine disparue rapidement et noblement, occulte l'application oppressive de la force gouvernementale dont son cas est l'illustration. L'étude des aspects psychologiques de son exécution, les tourments calculés, l'humiliation publique, la ruine de sa réputation et les tentatives d'effacer son existence, apportent un éclairage non seulement sur le droit Tudor, mais aussi sur la manière dont le pouvoir se maintient en contrôlant à la fois les formes physiques et les histoires. Dans la tête décapitée d'Anne se trouve un avertissement sur la fragilité de la vérité au milieu d'une autorité incontrôlée.